Alors les prises de parole, c'est un petit peu pour nos prises de tête aussi. Donc voilà, on va essayer que tous et toutes on soit bien bienveillantes et qu'on essaye de s'écouter dans toute notre richesse et différence. On va dire ça comme ça. Alors, c'est juste, je vais faire comme un petit peu comme une liste d'appels, mais c'est aussi pour que les gens qui vont passer et qui vont prendre la parole devant tout le monde, et c'est jamais très facile, sachent un petit peu dans quel ordre ils vont passer. Alors, bien entendu, aujourd'hui, 10 ans de la mort de Rémi Fraisse, ici, sur la zone humide du Testé. Et donc, la parole sera à l'avocate de la famille de Rémi Fraisse, donc Claire Dujardin, qui sera la seule personne à prendre peut-être plus de temps, parce que ça nous semble essentiel. On constate qu'il y a plein de gens qui ont encore plein de méconnaissances sur ce qui a pu se passer. Alors, on ne va pas tout raconter, mais elle fera un point. Ensuite, le collectif qui vous invite aujourd'hui, qui est un collectif qui n'est pas très ancien, qui est un collectif qui s'est créé pour l'occasion, le collectif Sivins 10 ans. Et ce sera Bérengère qui vous parlera. Ensuite, il y aura le collectif Testé, qui est donc en lutte depuis plus de 10 ans et qui est toujours en lutte sur le projet de territoire, et c'est Claude qui vous s'adressera à vous. Ensuite, pour La Voix est libre, j'attends toujours de savoir qui c'est qui va parler. Donc, s'il y a quelqu'un de La Voix libre qui a prévu de parler, ce serait cool que... tu sais, j'ai l'impression d'être dans un mariage, tu sais, dites-le maintenant, sinon après c'est trop tard et tout. Non, c'est ça? Bon, enfin, si La Voix est libre, il y a quelqu'un, dénoncez-vous, quoi. Bon, on vous attend, quoi. Voilà. Sinon, on a Sandrine qui est venue, je crois, de Toulouse et qui fait partie du GNSA et qui va parler. Et ensuite, concernant la ZAD A69, nous aurons d'une part l'anti-REP et d'autre part également Je vois rouge. Tu fais partie de LVL? Oui. Ok, cool. Ok. Comment t'appelles? Bon, c'est pas grave. Allez, ça marche. Ensuite, nous donnerons la parole. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est des prises de parole de 3 minutes. D'accord. Voilà. J'espère pas vous en bouffer trop, là. Ensuite, il y aura Karen Elodie, qui est députée d'ici, de Sivins, et militante donc contre le barrage de Sivins. Il y aura également la Ligue des droits de l'homme du Tarn et l'Office des pratiques policières du Tarn. C'est Paul qui va venir parler. Ensuite, concernant Sainte-Soline, nous recevons Benoît Biteau. Et ensuite, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de sa bassine Lambertier. Oui, il y a quelqu'un. Bon, il y a quelqu'un. Voilà. Deux personnes. Et ensuite, on aura aussi également donc un témoignage de quelqu'un qui a été donc à Sainte-Soline. Voilà. Et puis après, le bitume. Ah, le bitume. Le bitume, en fait, il y a tellement de collectifs anti-bitume et que en fait, on a 3 collectifs et voilà, entre eux, ils vont nous faire un espèce de combo, voilà, anti-bitume. Voilà. Et puis concernant la lutte anti-LGV, ligne grande vitesse, ce sera Jean qui viendra parler. Et puis ensuite, on verra aussi on attendait des gens, notamment du collectif des inculpés du 8 décembre. S'il y en a qui sont là et qui veulent prendre la parole, vous êtes les bienvenus, archi bienvenus. Et puis aussi, on aura enfin Au secours. Au secours 31. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié quelqu'un. Merci Maud, je suis désolée. C'est vachement bien écrit, quoi. C'est moi qui écris. Alors, c'est Stop Terra 2, donc on aura Maud qui viendra également. Voilà, vous avez le programme, et maintenant, ça y est, j'ai présenté. On lance l'émission. Non, je rigole. Donc, la première personne qui va prendre la parole, c'est Claire Dujardin. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'ai la lourde mission de commencer à prendre la parole avec beaucoup d'émotion parce que voilà, il y a plein de têtes que je connais depuis longtemps, plein de gens qui sont là et ça fait chaud au cœur. Et je voudrais d'abord remercier tout le monde d'être présent parce que je pense que c'est essentiel, c'est hyper important. On a besoin de ces moments-là où on se rassemble et on se serre dans les bras et à la fois on se souvient et le souvenir permet à la fois de garder nos liens collectifs et de dire qu'on se soutient et qu'on n'oubliera pas.
Et qu'est-ce qu'on n'oubliera pas? On n'oubliera pas, bien évidemment, la mort de Rémi Fraisse, il y a 10 ans, mais on n'oubliera pas aussi ce qui s'est passé à Sivins avant et après, et on n'oubliera pas la répression des gendarmes et la violence policière et la violence judiciaire. Et voilà, alors pour peut-être rappeler rapidement, mais sans prendre trop de temps, mais pour rappeler rapidement qu'à Sivins, les événements à Sivins ont commencé plusieurs mois avant le week-end du 25-26 octobre. Et de nombreuses personnes sont venues en fait occuper les terres de la zone de Sivins pour protéger les arbres, pour protéger la zone humide et pour éviter qu'un barrage soit construit, barrage qui avait fait l'objet d'un recours au tribunal administratif. Et alors même que le tribunal ne s'était pas prononcé, les travaux passaient en force et sans autorisation, on abattait des arbres et on détruisait une zone humide, des hectares de terre et des espèces protégées. Et donc, des occupants, enfin des gens du coin, enfin un peu tout le monde, sont venus occuper les terres et grâce à eux, on a pu éviter en tout cas que des travaux, certains arbres ne soient pas abattus. Voilà, et donc il y a eu une occupation pendant plusieurs mois. Et puis fin août, les machines sont arrivées pour abattre des arbres. Et il y a eu une mobilisation hyper importante pour empêcher que les machines viennent abattre les arbres. Et tous les jours, à partir de fin août jusqu'à fin octobre, tous les jours, il y avait des militants qui étaient là et qui empêchaient que les voitures avancent, qui empêchaient que les engins arrivent, qui s'accrochaient aux arbres, qui se sont installés sur les terrains et qui ont créé une zone pour défendre ces terres. Il y a eu énormément de répression, il y a eu une violence importante de la part des gendarmes, avec beaucoup de blessés, beaucoup de personnes mutilées. Il y a eu des poursuites judiciaires, il y a eu des gardes à vue, il y a eu des procès. On a déposé énormément de plaintes, on a écrit aux défenseurs des droits, moi j'ai passé mon temps à écrire au procureur de la République, on a la presse qui a essayé aussi de venir documenter ce qui se passait et on a continué à passer en force, on a continué à coûte que coûte faire en sorte que les travaux aient lieu. Et donc ensuite on a eu ce week-end d'affrontements importants et sur ce week-end-là, il faut rappeler que avant en fait ce week-end, on a la ministre de l'écologie, à l'époque Ségolène Royal, qui avait dit il y a trop de tensions sur le terrain, il faut qu'il y ait des experts qui soient nommés pour évaluer en fait le projet et pour savoir si le projet est réellement d'utilité publique comme il le disait. Et donc il y a des experts qui sont venus, qui ont entendu tous les différents protagonistes et qui ont rendu un rapport. Le rapport des experts était sur le bureau du Premier ministre avant le week-end du 25 au 26 octobre. Il a été rendu public après, la semaine d'après, après la mort de Rémi. Il a été rendu public, mais les dirigeants, les autorités savaient exactement quel était le sens du rapport, à savoir, le projet est complètement disproportionné, il faut suspendre le projet. Et parce que le Premier ministre, parce que Emmanuel Valls, parce que Cazeneuve, parce que toutes ces autorités ont voulu absolument s'imposer et dire il n'y aura pas de ZAD tant qu'on sera au pouvoir, et pour dire nous sommes l'état de droit et nous allons un peu mater la répression, ils ont laissé se faire ce week-end en mettant les gendarmes sur une zone qu'ils ont appelée la zone de vie et qu'ils ont protégée alors que la zone était vide. Et donc on a eu ces affrontements entre les gendarmes et les militants sur le terrain. Alors on dit affrontement, mais en gros on avait quand même des militants qui étaient d'un côté de la forêt, qui jetaient des cailloux, et de l'autre on avait des lancers de grenades au FF1, des grenades bien évidemment, on le savait, qui pouvaient tuer.
Pourquoi on le savait? Parce que cette grenade avait déjà été utilisée en 1977 et qui avait tué Vital Michalon. Donc on savait que cette grenade tuait. Et ensuite, ils ont laissé faire ces affrontements, ils n'ont pas demandé aux gendarmes de se retirer. Et donc, vous savez, Rémi est mort et a été tué par cette grenade. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que dès le début, dans les minutes qui ont suivi, ils savaient que Rémi avait été tué par une grenade au FF1. Et pendant des jours et des jours, eh bien, ils ont travesti la réalité, ils ont porté un mensonge d'État en expliquant « Ah, il y a un mort dans la forêt, on ne sait pas de quoi il est mort, on cherche le sac à dos, peut-être que dans le sac à dos, il y avait un cocktail Molotov, peut-être qu'en fait, il a été tué par un cocktail Molotov ou par autre chose. » Or, ils le savaient dès le début, que Rémi avait été tué par cette grenade. Et ils ont bien évidemment essayé à la fois de mentir et de cacher la vérité de cette grenade, et ils ont essayé de criminaliser Rémi et sa famille en essayant de trouver des éléments qui viendraient démontrer que Rémi était un activiste dangereux et que de toute façon c'est tant pis pour lui. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors pour essayer d'en tirer des leçons entre guillemets 10 ans après, ce qui est important de retenir, alors comme vous le savez, il y a eu une instruction qui a duré des années. Sur cette instruction-là, on a fait des demandes d'actes, tout a été rejeté. Les juges ont fait le minimum pour faire en sorte en fait que personne ne soit mis en examen et qu'on aboutisse à un non-lieu. Donc il y a eu un non-lieu, on a fait appel, on a été jusqu'à la Cour de cassation, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu et on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français en raison à la fois de la non-réponse judiciaire qui a été apportée et en raison de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'article 2, le droit à la vie. Un État, lorsqu'il organise une manifestation, lorsqu'il organise une opération de maintien de l'ordre, il doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de mort. Il doit tout faire pour que les personnes puissent manifester, même s'il y a des violences, puissent manifester et qu'il n'y ait pas de mutilés ou de morts. Et donc, on a déposé un recours contre l'État français sur cette base-là. On attend l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, nous n'avons toujours pas l'arrêt, il peut tomber d'un jour à l'autre, et on espère que cet arrêt viendra rappeler les règles qui auraient dû être respectées concernant la mort de Rémi Fraisse. Moi, ce qui m'a marqué le plus sur la réponse judiciaire, la non-réponse judiciaire en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de réponse à la hauteur, c'est qu'il y a un message qui a été envoyé en fait à tous les militants. On a utilisé en fait ce dossier pour envoyer un message aux militants et pour dire en fait, si vous êtes sur le terrain et que vous allez manifester pour défendre la terre et les vivants alors que les autorités ont décidé en fait de passer en force et que ce projet est d'intérêt public, eh bien tant pis pour vous en fait si vous vous prenez une grenade. Tant pis pour vous. Vous pouvez mourir, vous pouvez être mutilé, vous pouvez être blessé. Eh bien voilà en fait la réponse que l'État va donner, parce que vous n'avez pas le droit d'être sur le terrain, parce que c'est nous qui décidons. Et on l'a eu marqué dans toutes les décisions qu'on a eues. On nous a vraiment dit, en gros, c'est la faute à pas de chance. Mais Rémi n'avait qu'à pas être là. Or, voilà, on le sait, Rémi il est venu sur le terrain pour essayer d'aider quelqu'un qui était tombé. Il a levé les bras en disant « arrêtez, arrêtez ». Et en même pas 5 minutes, il est mort, tué par une grenade parce qu'ils ont envoyé des tas de grenades sur les manifestants alors qu'il faisait nuit. Voilà, alors il y a plein de choses à dire, et ce qui fait froid dans le dos, c'est que ça se répète. Ça se répète puisque avec la 69, 10 ans après, en fait, on a exactement les mêmes mécanismes, et qu'on a des écureuils qui sont tombés des arbres, qui ont failli mourir. On a une même répression, et on a une même non-réponse judiciaire. Voilà, et alors bien évidemment, c'est plombant tout ça, mais c'est pour pas être sidéré, pour savoir, pour que ça soit transmis aux autres générations, aux jeunes, pour qu'on le sache,
et qu'on garde en fait des leçons de ça. Et là, ce qu'on voit là aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut rester vraiment soudés, collectifs, que on a raison, on leur fait peur, voilà, et que c'est compliqué en effet sur le plan judiciaire. Il y a une énorme violence, une répression, mais il faut continuer ces combats-là. Merci beaucoup. Je fais une rapide prise de parole pour présenter le collectif qui organise l'événement aujourd'hui, le collectif Sivins 10 ans. Collectif qui a fleuri au printemps dernier, mais qui a des racines bien profondes, qui puisent dans la terre de la forêt de Sivins, dans les luttes qui s'y sont menées et les solidarités qui s'y sont créées. Le collectif Sivins 10 ans est un collectif éphémère et spontané, mais il a toujours un peu existé et il est appelé à se poursuivre, se renforcer et se transformer. Il est une force vive et une énergie vitale, celle que nous formons, rassemblés aujourd'hui, comme nous le fûmes hier, même si nous n'étions pas forcément les mêmes. Ce collectif est bigarré, fait de briques et de brocs, composé de personnes qui se connaissent très bien pour certaines, beaucoup moins pour d'autres, qui ne se connaissaient pas pour d'autres encore. Ce collectif, vous l'avez vu, est plus ou moins organisé et souvent moins que plus, mais il compte sur les capacités autogestionnaires de chacune d'entre nous. La mobilisation qui s'organise aujourd'hui, on la construit ensemble, en s'écoutant, en partageant, en prenant soin les uns les unes des autres. Comme chaque année depuis 10 ans, quelques personnes se sont réunies pour préparer ce 26 octobre. Ça se fait tous les ans, sans qu'on sache vraiment ni d'où, ni comment ça part, comme une nécessité qui s'impose à nous, comme un acte réparateur à accomplir, comme aussi un élan qui nous pousse à aller vers l'avant. Depuis 10 ans, nous le faisons, à nous, anonymes et changeants, mais toujours présents pour répondre à l'appel. Certaines années, nous n'y sommes pas parce que la fatigue, des empêchements, les bifurcations de nos existences nous en tiennent éloignés, mais nous savons que nous pouvons compter sur d'autres qui prennent le relais et tous les ans, un événement s'organise. Cette année, ça fait 10 ans et cette année encore, nous sommes là. Toutes, d'une manière ou d'une autre, nous avons Sivins en commun. Que nous ayons ou non participé à la lutte qui s'est menée il y a 10 ans contre le barrage, nous en portons toutes les marques, dans nos chairs et dans nos cœurs. Toutes, nous portons aussi les semences des graines qui ont été répandues ici, des semences de résistance et de solidarité. Elles ont fait fleurir d'autres luttes et ouvert des horizons. Nous sommes là pour le rappeler. Nous sommes une mémoire qui charrie avec elle des traumatismes, les traumatismes des lacrymos qui nous ont agressés, asphyxiés, ont fracassé nos tympans, le traumatisme des violences qui ont meurtri et mutilé nos corps ou le corps de nos amis, le traumatisme d'une forêt saccagée, le traumatisme de la mort de Rémi Fraisse, tué par une grenade jetée par un gendarme dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Cette mort, venue percuter nos existences et les ébranler. Ce drame est un drame intime, c'est aussi un drame et un scandale politique. Rémi Fraisse fait désormais partie de la mémoire commune que nous avons construite à Sivins. La mémoire que nous portons fait l'amer constat qu'en 10 ans, rien n'a changé. La répression des mouvements sociaux et écologistes s'est poursuivie et intensifiée avec une violence sans cesse accrue. Le mépris du vivant, le cynisme des politiques, les injustices ont toujours cours. Mais nous portons aussi l'espoir, parce que la résistance respire et gonfle nos poumons. Nous sommes la mémoire de Sivins, mais aussi l'écho des luttes en cours. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus aujourd'hui faire résonner cet écho. Ensemble, nous construisons la suite, sans rien oublier, sans rien lâcher, avec la puissance du collectif que nous formons. Nos cris de ralliement sont multiples, nos bassaranes, nos macadams, nos passaranes,
d'autres encore que vous apportez avec vous et que nous inventerons ensemble. Maintenant, on va passer la parole au collectif Testé, qui est un collectif qui est en lutte depuis très longtemps, notamment contre ce barrage. Merci Claude. Merci et pardonnez-moi si je bafouille un peu, je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, le projet éventuel d'une retenue se discute dans le cadre d'un projet de territoire. Ce projet de territoire, le projet de territoire est discuté en ICC, les instances de co-construction. Ces instances de co-construction sont déclinées en commissions thématiques. Il y a la thématique agriculture, tourisme, etc. Ces commissions éditent des fiches actions. Ces fiches actions sont soumises à l'instance de co-construction qui les valide ou non. À ce jour, un certain nombre de fiches ont déjà été validées. Elles n'attendent plus que leur application. Bien entendu, le point essentiel dans ce projet de territoire, c'est la création d'une retenue à Sivens. Nos opposants n'en démordent pas. C'est toujours le point clé du système. Je dirais qu'à mon niveau, aujourd'hui, pour mon impression personnelle, j'ai l'impression que les choses s'éclaircissent et que c'est beaucoup plus facile de discuter. Déjà d'un point de vue politique. En effet, dans le début de la bataille, nous avions à affronter les pro-barrages agriculteurs, mais également tous les élus et toutes les administrations qui étaient concernées par le problème. La bataille a vraiment été rude. Hein. Il a fallu apporter élément après élément, texte de loi après texte de loi, démonter tous les rapports caviardés qui nous étaient fournis, qui n'avaient que pour but de nous faire accepter une retenue d'eau. Il a fallu faire tout ça. Aujourd'hui, la situation a changé. Déjà d'un point de vue politique. Il faut savoir qu'en 2017, quand le projet de territoire a démarré, comme je vous l'ai dit, les élus étaient contre nous. La députée de la circonscription Verdier-Jouclas était une inconditionnel soutien du barrage à Sivens. Aujourd'hui, en 2024, enfin c'est en 2022 que ça s'est passé, mais en 2022, les choses ont changé puisque Verdier-Jouclas n'a pas été réélu. Et c'est l'insoumise Karen Hérodi qui a été élue à sa place et qui, elle, est un soutien sans faille à notre cause. Donc les choses ont véritablement changé. Je peux vous garantir que moi, de ce que je ressens, le regard des élus à notre rencontre a déjà changé. Il n'est plus le même. Je dirais plus respectueux, plus à l'écoute. Voilà. Et donc, on s'est battu, on a continué de se battre avec les APNE et la Confédération Paysanne, qui est, pareil, complètement dans la lutte à ce niveau. On a continué de se battre parce qu'effectivement, il faut quand même donner une réponse aux questionnements légitimes que se posent les agriculteurs face au changement climatique. Ils ont des questionnements qui sont légitimes pour le devenir de leur activité. Donc effectivement, il faut y répondre. Donc on a essayé de travailler entre nous de façon, comment je dirais, optimiste et de façon à proposer des solutions qui pourraient agréer tout le monde. Des propositions, on en a fait pas mal. Ça va de l'optimisation du réel jusqu'à avoir proposé un scénario agroécologique. Alors je ne vous détaille pas tout ça ici parce que je n'en ai pas le temps. Si vous voulez avoir de plus en plus d'explications, vous avez ici un stand avec un panneau explicatif et vous avez le site du collectif Testé qui vous permettra de répondre à vos questions éventuellement. Pour avancer, nous nous appuyons, parce que nous sommes légalistes, essentiellement sur la loi. On n'en déroge pas, c'est notre chemin. Et nous nous appuyons également sur... on pense que la force du dialogue est plus forte que tout. Donc on s'appuie sur le dialogue. Évidemment, le dialogue, c'est une solution qui nous paraît la meilleure, mais c'est vrai que parfois on avance à la vitesse d'un pas de sénateur. Hein. Donc quelquefois on trouve le temps long. Effectivement, on est les premiers à trouver le temps long. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que mon temps de parole est écoulé. La prochaine ICC aura lieu d'ici la fin de l'année, je pense, mi-décembre. Voilà. Et donc rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Claude, merci.
Il y a beaucoup d'émotions et c'est pas facile. Alors maintenant, donc après la lutte qui s'est déroulée depuis 10 ans ici, dans ce territoire, Sivens, donc la zone humide du Testé, maintenant, vous le savez tous, ou il serait temps de le savoir, il y a donc cette horreur, la A69, qui malheureusement est toujours en construction. Et là, donc, on a plusieurs personnes. Il y a plusieurs constituantes aussi à la lutte contre la A69. Alors, on va d'abord contacter la personne de LVEL, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tu t'appelles Anne de LVEL. Voilà. On va peut-être juste, tu sais pourquoi, on va garder ça, parce que comme on a plusieurs personnes sur cette lutte-là. Anne, la parole est à toi. Bonjour. Donc la 69, le chantier de la 69, comme tout le monde le sait, a beaucoup de similitudes avec Sivens, malheureusement. Le projet de la 69, il commence dans les cartons il y a très très longtemps, même avant la mort de Rémi Fraisse, ça commence en 2012. Il y a déjà des projets alternatifs à ce projet d'autoroute qui voit le jour. Un collectif une association qui s'appelle l'Acte, et puis RN 126. Ces projets alternatifs font des études, les montrent aux décideurs, aux élus, et ils sont écartés de revers de la Manche. En 2017, il y a un collectif très important qui est à l'origine du collectif LVEL qui se monte pour faire stop aux carrières à Montcabrier. Ils gagnent. La carrière ne s'ouvrira pas. Et puis, en sous-main, continuent les usines d'enrobé à chaud. Parce que quand on prévoit une infrastructure de cette ampleur, il faut du gravier. Il faut préparer l'enrobé à chaud. Et donc là, vous connaissez tous l'histoire de Montance. Vous connaissez tous l'histoire de l'usine d'enrobé à chaud qui se trouvait près de Gragnag, qui appartient à Vinci, qui espérait bien continuer son activité pour évidemment fournir l'enrobé à chaud à l'autoroute, et qui a brûlé le 1er août. Merci les compagnies d'assurance, je pense que c'est pas perdu pour tout le monde. Donc ça en fait une de moins. Donc aujourd'hui, la 69, beaucoup de gens disent c'est foutu, le chantier a commencé. Non, c'est pas foutu. Alors on est au creux de la vague, c'est sûr que l'été a été rude, et c'est aussi pour ça que je prends la parole, c'est pour remercier tous ceux qui sont sur le terrain, qui en ont chié tout l'été à se battre. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de cassés, mais ils sont toujours là. Et donc, on va faire hommage à Rémi, on va continuer. D'ailleurs, il y en a même qui, pour ce qui est des grimpeurs dans les arbres, les écureuils, ils ont repris du service à Saint-Jory au nord de Toulouse, parce qu'il y a la LGV qui part. Et donc, vous voyez, ils sont toujours sur le terrain. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas fini. Là, on commence, la lutte contre ces centrales d'enrobé à chaud va commencer vraiment. Entre parenthèses, ils ont 1 an de retard parce qu'elles auraient dû commencer à tourner là, septembre-octobre 2024. C'est ce qui est dans les cahiers. Elles ne sont pas ouvertes encore. Il y a des beaux tas de gravier, mais ça ne tourne pas. Donc vous pouvez compter sur la totalité des riverains qui là sont très impliqués, puisqu'il y a à peu près une douzaine de collectifs sans bitume sur tout le long du tracé. Il va y avoir un super marathon course relais qui va avoir lieu, on ne sait pas quand, mais c'est dans les tuyaux. Donc on vous invite à venir courir. Voilà. Et puis évidemment le juridique, parce que ça c'est l'autre jambe de la lutte, c'est le juridique. On a quand même 5 recours qui vont certainement voir le jour. Il y a 11 cabinets d'avocats qui sont impliqués. Et merci à Claire et à Alice Terrasse qui continuent avec nous depuis le début. Voilà, et ça devrait le faire. Merci Anne. Après, sachez que ça va être à toi Sandrine pour le GNSA. Sachez qu'à chaque fois, les tours de parole sont courts, hein, parce qu'il faut que tout le monde, faut partager la parole. Et, mais par contre, après, il va y avoir la chaîne humaine en bas et vous aurez toujours l'occasion d'aller voir les personnes que vous avez envie d'aller voir, discuter directement avec elles.
Merci à toi, tu es venue de Toulouse, non? Bonjour, moi c'est Sandrine du GLSA Pays Toulousain. Donc, je représente le GLSA, effectivement, mais la lettre que j'ai écrite là, c'est une lettre en hommage. Un hommage évidemment à Rémi. Et à toutes celles et ceux qui se sont battus ici à ses côtés, qui sont aujourd'hui dans la lutte, que ce soit sur les ZAD, Notre-Dame-des-Landes, à 69 Sainte-Soline, à LGV, et tous les projets possibles à venir. Il y en a au moins 52 au niveau des autoroutes. Donc on n'est pas au bout de nos problèmes. Et nous qui sommes face à cette société qui depuis 50 ans n'a pour but que le profit, je dis que ce monde touche à sa fin. Ensemble, nous pouvons affronter les défis en se tenant par exemple aux conseils municipaux pour essayer de voir en amont quels sont les projets pour lesquels on va pouvoir proposer des alternatives bienveillantes. On a aussi des projets à dénoncer parce que souvent les alternatives soit sont repoussées, comme on en a parlé, soit on n'a même pas le droit à la parole. Depuis quelque temps, des forces que je sens, moi, sont bien présentes, combattent à nos côtés. On n'est pas seuls, on est tous ensemble, plus d'autres. Ne renonçons pas à nous-mêmes. Nous sommes là pour éduquer, informer, nous révéler et refuser, prendre la parole, faire des vagues, beaucoup de vagues. Protéger, préserver ce qui compte dans le monde, la terre et toutes ses créatures. Nous sommes des activistes sacrés, tous autant qu'on est. Il ne s'agit pas d'être le consommateur passif de la conscience dominante qui essaie d'imposer au monde un tel monde. Nous sommes ici pour incarner la conscience aimante, pour être les acteurs courageux, déterminés de la sagesse. Nous ne pouvons pas céder aux tromperies ténébreuses qui veulent nous faire accepter l'inacceptable partout, que ce soit dans nos villages, dans nos écoles, partout. Ils veulent nous faire accepter tout ça. Nous refusons d'être trompés, de rester impuissants devant une destruction injuste. L'activisme sacré s'accroît et il accroît aussi l'estime de soi, renforce la conviction qu'il est possible pour les individus sages et courageux de créer ensemble ce monde qui suit, celui que nous voyons en ce moment s'écrouler. Donc on est toujours sur la lutte avec de multiples facettes contre la A69. Et là, on va donner la parole aux personnes de l'Anti-REP. Les personnes de l'Anti-REP, et juste après, ce sera Je vois rouge. Coucou, où êtes-vous? Voilà. Donc, merci à vous. Et vous tenez donc notamment, je rappelle, à être effectivement, comme vous êtes donc dans la lutte contre la A69, pas seulement des écureuils. On est bien d'accord? Tu peux faire ça? Oui. Ça marche. Ok, d'accord. On va parler de la répression sur la lutte contre la 69. C'est un texte lu. Les institutions n'ont su tirer aucune leçon des circonstances qui ont conduit à l'assassinat de Rémi Fraisse. L'État et son bras armé s'obstinent avec leurs méthodes répressives violentes pour étouffer toute contestation. Aucun mouvement social contestataire n'est épargné. Sur la 69, la visibilité médiatique, les solidarités matérielles et affectives et nos privilèges de classe ont constitué autant de défense face à la répression. Et pourtant, le bilan est sidérant, avec différents outils répressifs identifiés. Nous sommes nombreuses à avoir découvert ici la peur, celle de mourir, celle de souffrir, celle de voir nos potes abîmés. D'abord, il y a la répression physique, la plus palpable, la plus visible, avec des armes létales. Au moindre mouvement, pleuvent les lacrymos et les grenades de désencerclement. C'est la répression qui marque nos sens et nos chairs. C'est le trou béant dans la jambe de M, les cicatrices dans le ventre de nos camarades, les corps marqués de grenades, les poumons abîmés,
les auditions délabrées. En plus des armes, des techniques de combat, des codes brisés par des plaquages dangereux, un visage défoncé à domicile par une interpellation matinale, des chutes dans la fuite, des ecchymoses. Et puis la CNAMO, la brigade spécialisée qui intervient dans les arbres et qui, après avoir mis régulièrement en danger des militantes de la crème arbre, provoque la chute de 4 personnes, toujours en vie par miracle, mais qui comptent encore leurs fractures. Et puis il y a les insultes, le harcèlement, les agressions sexistes et sexuelles, les mensonges, les intimidations. Puis vient la répression préfectorale qui donne corps aux dérives fascistes, d'hypersurveillance et du contrôle généralisé, le musellement des oppositions politiques et de leurs organisations. On accumule les interdictions de manif et des arrêtés pénalisent le déplacement d'objets en tout genre, des dangereuses bottes de paille aux redoutables boules de pétanque, en passant par les terrifiants systèmes de son. De discrets avions survolent depuis des mois nos lieux de vie, occupations, mais aussi maisons. Les hélicoptères nous oppressent de toutes leurs forces d'intimidation. Les désagréables drones nous épient de nos moindres mouvements. Et les contrôles routiers aux abords de nos rassemblements et occupations pour dissuader quiconque de venir. Dernier exemple en date, le convoi de la ZAD vers la manif LGV est contrôlé jusqu'à 5 fois. 7 personnes iront en vérif au poste et 3 seront placées en garde à vue, faute d'identifier vérifié. Puis vient la bien connue répression judiciaire, qui ajoute aux interpellations violentes des centaines de gardes à vue, souvent poussées jusqu'à 48 heures, des entraves à la liberté imposées par des contrôles judiciaires, la justice expéditive au sortir de garde à vue. Ouh. Donc oui, du coup la justice expéditive elle est imposée à des personnes démunies. Il y a des procès absurdes pour des motifs absurdes avec des chefs d'inculpation comme simplement refus de fichage d'empreintes ou ADN. Aujourd'hui, il y a plus de 60 procès qui encombrent les tribunaux du Tarn et de la Haute-Garonne. On pense au copain interdit 3 ans de Tarn en comparution immédiate pour avoir refusé de donner ses empreintes. À nos amis qui subissent la répression carcérale avant leur procès ou pour des outrages, à ceux relaxés qui ont quand même subi des mois de privation de liberté. Et à la répression latente qui inquiète, enfin, qui sera perquisitionnée, qui se réveillera avec un flingue sur la tempe, qui partira en garde à vue sans motif pour des durées invraisemblables, qui seront fichés pour les années à venir. Sur la ZAD, beaucoup ont une date de convocation où on subit déjà des gardes à vue sans fondement. Les rares passés entre les mailles du filet ne sont pas exempts de la peur insidieuse que son tour arrive, de la paranoïa à la vue des uniformes bleus ou de la douleur de voir tant d'amis si usés. Et pour faire face à la répression, on n'est pas seul. Et en fait, on pense que c'est ça la clé, c'est de ne pas les laisser nous isoler. Et donc du coup, on agit collectivement pour se défendre face à tout ça. Et pour ça, on a besoin d'argent. Et donc du coup, sur les réseaux, vous pouvez trouver des liens vers la cagnotte de soutien au procès. Et vous pouvez aussi organiser des soirées de soutien avec de l'argent qui pourra revenir à l'Antirep pour pouvoir participer du coup à lutter collectivement contre tout ce système répressif. Voilà. Donc concernant la ZAD A69, juste, on a considéré que voilà, ils vont prendre à nouveau la parole avec Je vois rouge. Mais on vous attend par contre, faut arriver. Voilà. Je vois rouge. J'appelle les copains à venir. S'il vous plaît, me laissez pas seule devant tous ces gens. Bonjour. Je sais, c'est une blague, bien sûr. En fait, on a changé d'avis, on va pas faire Je vois rouge, on va faire quelque chose d'autre, mais avant, on voulait faire une petite annonce. C'est le moment de petite annonce. Ouais, on cherche un endroit où se poser pendant l'hiver. Du coup, si jamais certains d'entre vous dans le Tarn ont des contacts pour un terrain qu'on pourrait habiter juste le temps de se reposer un peu et puis de se mettre les pieds dans un endroit légal où on risque pas de se faire éclater la gueule par des keufs,
ce serait vraiment super. Donc si jamais vous avez une idée, si vous-même vous possédez un terrain du genre et que vous seriez chaud d'accueillir des zadistes, n'hésitez pas à venir nous voir après tout ça. Voilà. Du coup, en fait, pour vous mettre en contexte sur la chanson du coup qu'on va vous chanter, je suis émue de ouf, pardon. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 2 ans, qui s'appelle Dans l'ombre des murs, et que j'ai écrite en pensant à toutes les personnes qui sont victimes des armes létales des forces de l'ordre, et que j'ai écrite en pensant particulièrement à Rémi. Donc je pensais pas un jour pouvoir la chanter ici devant vous tous, et je suis vraiment émue. Donc merci à tous d'être là, et voilà, on va faire de notre mieux. Bon bah je prends le micro, mais on chante tous ensemble. Et vous pouvez chanter aussi. Oui, voilà. Déjà, on peut faire le rythme tous ensemble. Pas trop rapide. Hein. Yes. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Ça commençait déjà, ils ricanent et s'esclaffent, ces lions affamés aux griffes acérées du fond de leur palace. Ils ont tout anticipé depuis longtemps déjà. Sur le grand échiquier, leurs pions positionnés attendaient le fracas. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Combien de leurs affronts accepterons-nous encore? Combien de vies brisées par des mains arrachées par le sang de nos corps? Nous devons pour notre avenir, celui de nos enfants, tous ensemble nous unir pour faire cesser la main qui nous bat jusqu'au sang. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Depuis longtemps déjà. Merci beaucoup. Merci infiniment et puis big up. Wow. Maintenant, alors on est toujours sur les luttes locales et donc en local, d'ailleurs je peux quand même dire qu'en local donc nous sommes un collectif composite et on a eu des grands débats, voilà, savoir sur qui on invitait, qui on n'invitait pas, et donc nous avons fini par se mettre d'accord au consentement et accepter qu'il y ait aussi des personnes qui ont fait le choix d'être parlementaires, notamment donc Karen, qui est représentante donc de la circonscription de Sivens. Voilà, Karen, je te passe la parole. 3 minutes comme tout le monde. Citoyennes, et pour beaucoup amis et camarades. Avant tout, je voudrais bien sûr rendre hommage à Rémi Fraisse. Ses proches, qui l'ont connu et aimé, se sont déjà exprimés avec des mots forts et émouvants.
Je n'ai pas eu le privilège de le connaître personnellement. Je ne prétends donc pas en dire plus, et je tiens à saluer leur témoignage. De mon côté, je n'oublie pas qu'il y a encore quelques semaines, le premier responsable de cette tragédie, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait l'indécence de refaire parler de lui. Alors que ses actions et sa loi élargissant l'usage des armes à feu par la police est à l'origine du deuil de plusieurs familles, il devrait avoir la dignité de se taire, ainsi que ses soutiens. J'ai pu comprendre que ma prise de parole aujourd'hui surprenait certaines personnes ici présentes. Pour moi, elle est cependant tout à fait naturelle. J'ai participé à cette lutte aux côtés de celles et ceux qui se battent pour défendre nos valeurs, notre environnement, nos droits, et participe chaque année à l'hommage anonymement. Les collectifs, associations et les groupes locaux me connaissent et savent mon attachement aux luttes en général, qu'elles soient sociales ou environnementales. Mon action à l'Assemblée nationale s'inscrit donc en complémentarité avec les luttes de terrain. Quand on passe au travail parlementaire, on pense tout de suite au travail législatif, celui de faire la loi. Mais il est plus large que ça. Prenons l'exemple concret et local, la 69. En tant que député, j'ai relayé les mots d'ordre des collectifs locaux à l'Assemblée et dans les médias. Dès mon élection, j'ai également fait des démarches pour avoir accès à des rapports, des informations que seuls les parlementaires peuvent demander, alors que ce projet ne concerne pas ma circonscription directement, mais mon département. Par exemple, le contrat de concession entre le concessionnaire privé, Atosca, et l'État. C'est comme ça qu'on a pu voir qu'au nom du secret des affaires, plusieurs parties du contrat étaient cavardées, y compris pour la représentation nationale. Le secret des affaires a été voté en 2018 et a été proposé par Emmanuel Macron. La commission d'enquête sur la 69, dont j'étais vice-présidente, a permis aussi de mettre en lumière les liens entre Atosca et le réseau de Pierre Fabre. C'était un coup de projecteur sur les enjeux financiers cachés, pour ne pas dire des magouilles, qu'il y a derrière ce projet. J'évoquais plutôt le travail de construction des lois. La 69 est aussi un bon exemple. Vous le savez, peut-être, un jour par semaine, excusez-moi, chaque groupe parlementaire a le droit de choisir l'ordre du jour. C'est ce que l'on appelle les niches parlementaires. Mon groupe parlementaire, celui de la France Insoumise NFP, déposera le 29 novembre prochain, lors de notre niche, une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers. La 69 en fait partie. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, peut donc permettre d'évoquer le projet. Par contre, à l'Assemblée, c'est comme sur le terrain, on ne gagne pas toutes les batailles, mais on sait qu'on les perd d'office quand on ne les mène pas. Vous pouvez donc compter sur moi pour être en première ligne. On a donc un rôle de porte-parole, de contrôle de l'activité du gouvernement, d'enquête et de fabrication de la loi. C'est censé être le rôle de tout parlementaire. Après, il y a d'autres fonctions. Dans le Tarn, il faut dire, je me sens souvent seule. Par exemple, quand on est sur la régularisation avec les forces publiques. De manière générale, je finis juste ça. De manière générale, la présence d'une écharpe tricolore aide à faire baisser un temps le niveau des violences policières lors des rassemblements contre la 69. J'en ai eu des retours des militants. Même s'il faut être honnête, depuis quelques années, avec la fascisation du secteur grandissant de la police, c'est de moins en moins vrai. Je vais donc du coup couper puisque je prends trop de temps. Non, je comprends, c'est tout à fait normal. Pour conclure, j'espère que mon intervention vous aura convaincu de cette complémentarité entre l'action parlementaire et les luttes de terrain. De mon côté, étant militante, je sais ce que je dois aux luttes et je m'engage devant vous à ne jamais oublier. Merci. Merci. Paul. Alors, c'est Paul qui va parler maintenant, et ce qui est assez cocasse, vous voyez, donc on fait tout un peu comme on fait à la maison, voilà, c'est Alex qui a fait les cadres, mais après on les rappelé au fur et à mesure. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que, en fait, au début, regarde, ils avaient marqué, regarde, c'est génial, Observatoire des violences policières. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on pense d'abord, en fait. Alors qu'en fait, le mot poli, c'est l'observatoire des pratiques policières. Oui. Non, mais c'est ça qui était génial. Si tu veux, mais je trouve que le lapsus, il est criant de vérité, quoi. Voilà, merci Betty. Voilà, à toi la parole. J'interviens au nom de la Ligue des droits de l'homme du Tarn, mais aussi de la Ligue des droits de l'homme en général. Pour revenir sur Sivins, un rapport national avait été sorti par la Ligue des droits de l'homme
presque un an après la mort de Rémi Fraisse et avait eu un écho extrêmement important. C'est à partir de ce rapport que la Ligue des droits de l'homme, nationalement, a décidé localement, quand c'était possible, de créer des observatoires des pratiques policières, OPP. L'OPP de Toulouse, qui a été créé en 2018, a maintenant une ancienneté et une pratique qui est extrêmement codifiée, qui est, entre guillemets, négociée avec les pouvoirs publics pour être observateur et observatrice des pratiques policières, mais aussi des libertés publiques. Ça ne se limite pas aux pratiques policières. Pour l'OPP de Toulouse, auquel les Tarnais ont participé, nous sommes intervenus sur Sainte-Soline, et je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, et sur l'A69, où un rapport est sorti en avril de cette année, et un deuxième rapport va sortir sur les pratiques policières qui, bien sûr, mettent en exergue tous les errements des pouvoirs publics, et pas seulement de la gendarmerie, mais, j'allais dire, de tout le cheminement des décisions politiques prises par les pouvoirs publics. Cette intervention de l'OPP de Toulouse sur l'A69, que certaines ont vue dans la réalité, puisque les observateurs et observatrices ont des chasubles tout à fait reconnaissables et ont une organisation tout à fait efficace, qui est généralement, j'allais pas dire reconnue, mais en tout cas tolérée par les forces de police. Pas toujours, de temps en temps, ça frise les difficultés. Néanmoins, cette pratique au niveau de l'A69 avec des militants tarnais au sein de l'OPP de Toulouse, l'Observatoire des pratiques policières, nous a amené à créer devant le problème un observatoire des pratiques policières sur le Tarn, qui est actuellement en voie de constitution, avec non seulement nos militants de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi avec tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Paul. Donc, l'Observatoire des pratiques policières et la Ligue des droits de l'homme. Tout de suite, on va d'abord... Non, on va... Donc, ce sera... Désolée. On vient après. Donc, ils sont deux. Ils vont parler de la même thématique, mais en fait, avec des collectifs différents. On en attendait un troisième. Il semblerait même qu'il y ait des collectifs donc, contre le bitume, contre les enrobés. Il y en a plein. Voilà. Donc, combien 12. Voilà. Du coup, vous allez donner vos prénoms et voilà, parce que je suis un peu perdue. Et voilà. Et donc, c'est à vous pour 6 minutes. Tous les deux. Donc, je suis Céline du collectif L'Orag et sans bitume, qui est un collectif qui s'est monté autour de l'A69. Sur l'A69, il y a 10 collectifs de riverains qui se sont montés contre les centrales à bitume. On a découvert, il y a à peine un an, dans le dossier l'énorme dossier de l'A69, il nous avait été caché car devait arriver 2 énormes centrales à bitume, les plus grosses, parmi les modèles les plus gros d'Europe. Il y en aura une sur Puylaurens-Saint-Germain et une autre sur Villeneuve-les-Lavaux. Et donc, ce sont des centrales extrêmement polluantes qui dégagent des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, et tout ça positionné à des endroits qui sont à 1 km, 1,5 km des écoles, des villages. Et lorsqu'on interpelle et Carole Delga, et tous les élus, et le concessionnaire sur la dangerosité de ces installations, on nous répond mais on les a mis là parce qu'il n'y a personne. Voilà, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'enfants alors qu'il y a des écoles à moins d'1 kilomètre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2019, la réglementation elle est complètement détricotée, donc c'est juste du déclaratif. Et toutes ces centrales sont en système d'autocontrôle par l'industriel lui-même, avec ce qu'on a pu
observé jusqu'à maintenant dans toutes les questions qu'on a pu poser à l'administration qui est censée contrôler, des relations très, très conniventes entre l'administration qui vient plus pour défendre l'aménageur, enfin l'industriel, que pour protéger les populations. Donc il n'y a même pas d'étude des risques sanitaires qui est faite. Donc, et le principe pour respecter la loi, il suffit de ne pas mesurer les polluants pour dire ça ne pollue pas. Donc on en est là, on est mobilisé. Il y a 2 autres collectifs sur le Tarn qui nous aident. Voilà. Les centrales à bitume étaient annoncées pour maintenant, pour l'automne 2024. C'est reporté, ils annoncent printemps 2025 pour Puylaurens et Villeneuve. Et donc on est tous très très mobilisés maintenant sur ces sujets-là parce que c'est le dernier verrou sur lequel on peut, le dernier levier qu'on peut activer pour essayer d'arrêter ce projet funeste. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi je fais partie du collectif de No Bitume à Montance. Donc nous existons depuis un peu plus d'1 an, 16 mois à peu près. On a appris assez, on va dire, fortuitement le projet. À 5 jours de la fin d'une enquête publique, on découvrait qu'il y avait un projet de centrale sur la commune, alors que nos élus le savaient depuis 1 an, depuis 2022, puisque le projet avait été validé. Mais par contre, personne n'en avait parlé, que ce soit l'Île-sur-Tarn, Gaillac ou Montance, alors qu'ils étaient dans le projet, ils savaient tout déjà. Donc voilà, donc on a cherché à savoir, on s'est réunis en collectif, on s'est dit qu'il fallait automatiquement une cagnotte pour pouvoir faire une procédure juridique. Donc on a aujourd'hui dépensé 15 000 € pour bloquer le projet. Aujourd'hui, le projet n'est pas en place, et il devait avoir lieu et être mis en place depuis mai 2023, donc il est bloqué, puisqu'il y a 4 recours, plus une instruction judiciaire au pénal, puisqu'on a révélé effectivement que nos élus, parce que malheureusement c'est effectivement pas avec nos élus que les décisions sont prises, étaient de connivence, et que notre président d'agglo, par exemple, Gaillac Grouillet, était pieds et poings liés dans le projet. Donc ça a mis un gros frein à ce projet. Mais en fait on s'est aperçu, parce qu'on s'est demandé pourquoi mettre une centrale d'enrobé ici, puisque on n'avait pas d'autoroute proche véritablement, à part la 68. Donc oui, il y avait le projet de refaire la 68, mais c'était pas que ça. Et en fait, en fouillant, en grattant, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls sur le département tarnais, puisqu'il y a un gros schéma, et c'est un schéma qui est régional. Toutes les régions françaises votent pour ce qu'on appelle un SRADET, un schéma régional d'aménagement du territoire, développement du territoire et d'égalité des territoires, et dans lequel ils ont développé en Occitanie, ce qui n'est pas fait dans les autres régions, un réseau routier d'intérêt régional. Et ce qui nous permet de dire, dans le Tarn, il faut plus de routes, parce que on a une volonté environnementale au niveau de Toulouse, on veut décarboner Toulouse, donc on va éviter de faire passer le trafic vers Toulouse. Comment on va faire? On va passer par le Tarn. Et donc dans le Tarn, on va se retrouver avec quasiment 7 projets, plusieurs projets de centrales, et on va être le département le plus enrobé de France. Ok. Donc on a cherché, on s'est dit, ok, est-ce qu'il y a une nécessité? Non, il n'y a pas de nécessité. On est aussi le premier fabricant d'enrobé en Europe. Il y a un consortium européen avec Vinci, Eurovia, qui vendent très bien l'enrobé, on est les premiers. Et donc du coup, on s'est aperçu qu'on avait 500 usines en France, que les camions pouvaient parcourir parfois jusqu'à 6 jours sans perdre de température d'enrobé. Donc l'enrobé peut venir d'où on veut. C'est simplement une question de coût. Et du coup, on nous le fait payer. On nous dit, voilà, pour une question de coût et pour les propriétaires de ces centrales et de ces usines, il y a besoin de fric, donc il faut que ça soit juste à côté de chez vous. On s'en fout qu'il y ait des écoles, on s'en fout qu'il y ait des terres agricoles. En fait, c'est pour notre pomme. Donc on est là pour lutter, pour dire qu'on ne veut pas ce type de projet. Et voilà, on espère effectivement réunir le plus de monde possible pour lutter contre les projets écocides. Merci à vous. Merci à vous d'être en lutte. Merci infiniment. Alors c'est très difficile de dire aux gens il faut maintenant que tu arrêtes de parler, parce qu'on sait très bien que chacun d'entre vous pourrait faire une conférence, on pourrait parler, mais voilà.
La suite, ce sera ça. Là, tout de suite, on va revenir sur une lutte locale qui a gagné. Alors oui, ça c'est chouette. Stop Terra 2, c'est Maud qui vous en parle. Voilà. Ouais, bonjour. J'ai le beau rôle du coup, parce qu'effectivement c'est victorieux comme lutte. Je vous remets juste un peu de contexte. Donc je parle au nom du collectif Stop Terra 2. Je vais vous expliquer ce que c'est le projet Terra 2 et comment on a réussi à le faire disparaître quelque part ce projet. Je remets juste donc deux contextes. C'est en 2009, le président du Conseil général Thierry Carcenac, le même que Sivins, voilà, se dit on va faire une ZAC, une zone d'activité commerciale, donc à Saint-Sulpice, donc sur une zone qui fait Saint-Sulpice et la commune de Buzet-sur-Tarn. Donc Saint-Sulpice, c'est à une demi-heure d'ici, c'est les portes du Tarn. Donc on va faire une ZAC qui s'appellera d'ailleurs les portes du Tarn et qui permettra donc qu'il y aura une dominance industrielle en fait. Voilà, on veut créer de l'emploi dans ce secteur, etc. Et comme on est au port de Toulouse, bien sûr, ça va marcher. Des voix s'élèvent un peu, disent mais qu'est-ce que vous allez mettre là? Des ZAC, il y en a partout à chaque sortie d'autoroute et qui ne sont pas remplis. Pourquoi celle-là marcherait? Qu'est-ce qui va faire que ça marchera et quel type d'emploi on va créer, etc. Donc, surtout que ça doit s'installer, cette zone d'activité, sur des terres agricoles, évidemment, de très bonnes terres agricoles, des terres noires, et sur une zone qui est très riche en biodiversité. Mais bon, tout ça avance tranquillement. Donc la ZAC est déterminée, donc va faire 200 hectares, et pour un coût de 87 millions d'euros. Et bien sûr, pour que les voix un peu dissonantes se taisent, on dit mais ça va être un modèle de développement économique, notamment on va mettre de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle sur cette zone. Bon, ok. Donc les gens étaient quand même un peu préparés, se disaient, on se méfiait évidemment, mais sans pouvoir faire grand-chose, sans pouvoir mobiliser non plus trop la population, même s'il y a eu des associations qui ont fait réduire la taille de la ZAC, donc, qui est passé de 400, je crois, au départ, à 200 hectares. En 2015, des accords sont signés entre les élus, donc avec tous les acteurs économiques locaux. La plupart des élus soutiennent ça. Une minute, oh là là. Oui, il est écrit, il n'y aura pas de plateforme logistique non liée à une activité industrielle sur cette ZAC. Ça, c'était en 2015. 2016, le projet Terra 2 voit le jour, qui est une plateforme logistique qui est liée au e-commerce qui doit s'installer, donc porté par le JMG Partner. Tous les élus sont favorables à ça, donc ça va juste à prendre un bout de la ZAC, c'est juste ça. Donc la mobilisation s'organise, le collectif Stop Terra 2 naît, l'association Saint-Sulpice Active et Citoyenne, l'association Et Pourquoi Pas, des militants Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, tout le monde, des manifestations, beaucoup de mobilisation. Très difficile de mobiliser les gens au début parce qu'il n'y a pas de travaux, parce que ça reste un projet. Et en fait, c'est à partir du moment où les travaux ont commencé, on a été rejoint aussi par des activistes de désobéissance civile. Les gens ont eu le temps, en fait, entre-temps, parce qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de communication, de comprendre ce qu'était le projet, que ça allait être à 300 mètres de ces jeux, donc une plateforme logistique de 70 000 m², 120 quais de chargement, pour probablement un client type Amazon. Et c'est à ce moment-là, donc des recours ont été déposés par le collectif Stop Terra 2, recours en justice. Quand les travaux ont commencé, on a eu la chance d'avoir un recours suspensif qui a pu arrêter les travaux. La mobilisation s'est quand même amplifiée à ce moment-là, parce que les gens avaient vraiment compris en fait sur le territoire, parce que longtemps les élus finalement ont entretenu le fait que peut-être ce projet n'allait pas se faire quelque part, puisqu'il n'y avait rien qui se faisait sur la ZAC Port du Tarn. Voilà. Et donc du coup, on a fini donc. Le ministère de l'écologie a quand même fait annuler ce recours de suspension de travaux, mais, donc en fin 2022, mais le JMG Partner, donc, qui était le constructeur de cette plateforme logistique, a lâché l'affaire en fait, parce qu'il a compris que la mobilisation allait s'amplifier de plus en plus, parce que, probablement, parce que les recours allaient peut-être nous donner quelque part... Gagné. Et voilà. Donc en fait, pour nous dire en fait, voilà, gagné. Pour résumer, on a gagné en fait, on a gagné. La mobilisation a payé. On n'a pas eu affaire aux violences policières. On n'est pas allé jusque là en fait. C'est ça aussi la chance, parce que la mobilisation s'est faite avant et parce que c'était facile aussi de convaincre la population que ce projet était néfaste pour eux et allait détruire un grand nombre d'espèces protégées et allait leur allait amener beaucoup de nuisances pour tout le monde en fait. Voilà. Donc continuons la lutte pour partout et bravo à tous ceux qui luttent.
Merci Maud, merci beaucoup et bravo à tous ceux qui ont empêché que Saint-Sulpice-la-Pointe soit bouffé par Terra 2. Et maintenant, on va revenir sur notamment Sainte-Soline, le carnage de Sainte-Soline. Et là, donc, on accueille Benoît Pitou. Merci d'être venu. Je sais que tu as fait 400 bornes ou davantage aujourd'hui pour venir. Merci. Merci à vous pour votre invitation. C'est toujours émouvant de revenir 10 ans après ici à Sivins, parce que je faisais partie des gens qui étaient là quand on a dû lutter contre ce projet. Et ce que je suis venu raconter, et avant de dire ça, j'ai une pensée pour les proches et la famille de Rémi, parce que je dois commencer mon propos par ça, parce que rien ne justifie qu'un militant écologiste laisse la vie dans un combat. Les analogies quand même avec Sainte-Soline, et pour vous montrer que personne n'a tiré enseignement, personne n'a su tirer enseignement de ce qui s'est passé ici, qui est pourtant dramatique. On a exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire des scientifiques qui nous disent que c'est pas la bonne méthode. Et Ségolène Royal, et je l'appelais tous les jours à l'époque de Sivins, avait l'expertise scientifique qui montrait que c'était pas la bonne réponse. Et bien à Sainte-Soline, les scientifiques nous disent aussi que c'est de la maladaptation et que les bassines ne sont pas les bonnes réponses. Sur l'aspect juridique, là encore, on n'a pas tiré enseignement. Parce que comme à Sivins, les méga-bassines sont illégales. On a gagné tous les recours en justice. Et quand on a gagné tous les recours en justice, les projets continuent de dérouler comme s'ils étaient en complète légalité. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Comme à Sivins, à Sainte-Soline, il ne nous reste plus que la possibilité de manifester pour dire, nous, citoyens, on ne veut pas que ces projets avancent parce que scientifiquement ils ne sont pas crédibles, parce que la justice ne leur donne pas raison, et parce que l'argent public, parce que c'est l'angle mort de ces projets-là, parce que l'argent public coule à flot pour une minorité qui veulent s'approprier, s'accaparer l'eau et détruire des zones humides qui pourtant sont les espaces stratégiques pour lutter contre le dérèglement climatique, pour héberger la biodiversité, tout ça pour une agriculture mortifère qui accélère le dérèglement climatique, qui lutte contre qui s'acharne contre la biodiversité et qui menace notre santé. Et bien malgré tout ça, on nous empêche. Malgré tout ça, alors qu'il ne nous reste plus que cet outil-là, on nous empêche de manifester, on déclare les manifestations interdites. Et bien quand on est élu et qu'on est attaché à l'état de droit, que la justice s'est prononcée, que les scientifiques se sont prononcés et que les citoyens disent on ne veut pas que notre argent public aille sur ces projets, il ne nous reste pourtant plus que ça. Et donc, quand on est élu, on doit être à côté de ces citoyens pour accompagner ces citoyens qui réclament le respect de l'état de droit. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et je regarde mon ami sénateur Thomas Dossus en face de moi. Il a toujours été là sur le combat à Sainte-Soline, à Lyon-Turin, sur la 69. Il est toujours là. Et donc, je salue sa présence aussi. Et 30 secondes, mais ça va me suffire. Parce que dans cette situation-là, nous devons continuer de faire corps et de lutter tous ensemble pour empêcher ces projets-là. Et donc, nous les élus, on n'est pas nés sur notre acte de naissance avec le statut d'élu. On a tous un parcours souvent associatif, syndical, en tout cas ceux qui veulent défendre l'intérêt commun. Et donc, on est là, on sera toujours là. J'étais là à Sivins, j'étais à Sainte-Soline, Thomas était là à Sainte-Soline, il était là sur la 69. On continuera d'être avec vous et on continuera de lutter pour que on fasse tomber ces projets-là de manière à ce que tout ça s'arrête et que enfin on prépare au mieux l'avenir des générations futures. Et je vous remercie de votre attention. C'est nous qu'on te remercie. On est là, on est là, on est là. On est là. Nous, on est là. On est là. Alors, c'était pas prévu, mais c'est tant mieux. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et des travailleuses aussi. T'as raison. Alors maintenant, bassine, non merci, on sait pas qui, enfin on m'a dit qu'il y avait quelqu'un, quelqu'une, mais en fait la personne n'est peut-être pas arrivée. Bon, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bassine? Ah bah, ramène-toi-y, vas-y. Bassine, non merci. Alors merci d'être là. La règle du jeu est la suivante, même si vous êtes deux, c'est 3 minutes, et les copines vous m'en font signe quand il reste 30 secondes, et puis voilà, ça roule. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. En tant que membre du mouvement Bassine Non Merci,
nous venons porter une parole depuis nos collectifs en lutte contre les méga-bassines. Ces projets écocidaires portés par des accapareurs de l'eau qui, comme à Sivins, saccagent notre biodiversité et sacrifient notre avenir au service d'une production déraisonnée, au profit de quelques-uns et au détriment de tous. Ces projets pourraient être perçus comme des maladaptations, mais nous constatons qu'elles sont de franches aggravations. De la même manière que nous réfutons la qualification des violences policières en tant que dérive pour défendre leur caractère systématique. Pour cela, retracer l'histoire en faisant l'aller-retour... J'ai perdu mon film. Retracer l'histoire en faisant l'aller-retour entre l'évolution et la continuité de la violence d'État nous semble nécessaire. Nécessaire pour rendre compte de l'intensification, pas tant par les moyens employés que par la systématisation et la normalisation d'une lourde intensité de violence répressive. Avoir 20 ans à Sainte-Soline, sous la direction du collectif du Loriot. Nos empreintes, page 99 par les naturalistes des terres. C'est fini. Nous retournons au camp. Des militants et militantes plus âgés dissimulent des jeunes masqués qui se changent. Le corps fourbu, on traverse les champs bouleversés par nos pas, fruit des appuis pour courir, esquiver, hésiter, bondir et s'enlacer. Des vers de terre jonchent le sol. Je pense aux camarades que je n'ai pas recroisés depuis le départ. J'espère les voir vite, intacts. Parce que oui, de plus en plus, aller en manif, c'est être inquiète pour soi-même et pour nos camarades. C'est savoir nos proches inquiètes et savoir qu'elles ont raison de l'être. De plus en plus, aller en manif, ce n'est plus seulement une forme d'engagement personnel et de groupe militant. C'est aussi engager nos proches, sur lesquels plane le risque de devoir porter l'accompagnement, le soin, l'absence, le deuil. Écoterroristes, voilà ce que nous sommes. Par cette qualification, Darmanin, contre qui une plainte collective de victimes de Sainte-Soline a été déposée, Darmanin a criminalisé notre mouvement. Il a créé une zone de non-droit, un espace-temps dans lequel les flics deviennent des autorités judiciaires. Sans poursuite, sans audience, sans jugement. Quand nous sommes dans un champ et que nous manifestons, la répression est légitime à s'abattre sur nous. Elle est légitime à nous plonger dans le coma pendant des mois. Elle est légitime à nous mutiler. Elle est légitime à nous traumatiser. Elle est légitime à tenter de nous brûler vives. Dans cette zone de non-droit, les flics peuvent appliquer des peines que même un juge ne pourrait pas prononcer. Ce qui s'est passé ici il y a 10 ans est insupportable. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline le 25 mars 2023 est insupportable. Complètement. L'impunité dont bénéficient les commanditaires et les exécutants de Sivins, de Sainte-Soline ou encore de Mantes-la-Jolie est insupportable. Pour Rémi, pour Serge, Mika, Alix et tous les blessés de Sainte-Soline. Pour les personnes victimes de cette répression depuis des décennies dans les quartiers populaires, les pays colonisés et d'autres luttes, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. On se battra pour un monde auquel on croit et auquel Rémi croyait. Un monde où les rivières sont belles. Un monde où libellules et papillons foisonnent. Un monde où l'espèce humaine occuperait une place plus humble et moins prédatrice, moins destructrice, loin des pluies de grenades et des bourreaux. No Bassaran. Merci, merci. Voilà, on reprend chacun son souffle. Voilà. Les violences, donc voilà, violence évidemment meurtrière directement, et puis il y a la ligne grande vitesse, donc heureusement qu'il y a des gens pour s'insurger contre cette de LGV. Jean et Vague. Merci. Donc un autre No Passarail contre cette autoroute ferroviaire qui est la LGV Toulouse-Bordeaux. Vous connaissez la 69, la LGV Toulouse-Bordeaux, c'est exactement la même chose, une autoroute ferroviaire qui va détruire 5000, qui détruirait si on laisse faire 5000 hectares de terres agricoles, des forêts sur des étendues extraordinaires avec des hêtraies multimillénaires, des rivières, des zones humides. L'Aquitaine, c'est le pays de l'eau. C'est donc un désastre absolu. C'est un des plus grands chantiers en France pour les décennies qui viennent, avec peut-être le Lyon-Turin et le canal Nord-Seine-Europe. C'est un chantier gigantesque. Pour vous dire, ils réfléchissaient il y a quelques années à faire venir de la terre depuis la Chine en cargo pour arriver à faire en fait les remblais de la LGV. La LGV, c'est aussi de l'énergie électrique en très grande quantité, parce qu'un train à 350 km/h, c'est énormément de vitesse.
C'est la centrale de Golfech qui vient de se porter. C'est la centrale de Golfech qui vient de se porter candidate pour accueillir 2 réacteurs nucléaires supplémentaires. C'est tout ça la LGV, donc du coup une mobilisation très importante. On a eu l'événement freinage d'urgence il y a 15 jours avec plus de 1500 personnes. Un hélicoptère qui a volé la nuit de 3h38 à 4h22 en faisant sonner des sirènes pendant 3/4 d'heure, gratuitement, juste pour rendre les gens fous et folles. Donc du coup, juste pour en fait créer de l'oppression, créer ce sentiment-là, ça rejoint ce qu'on vit ici. Du coup, cette mobilisation ne fait que commencer. Il y a un rassemblement qui est prévu dans le sud Gironde le 22 mars, au week-end du printemps, où vous êtes toutes et tous invités à venir, sachant qu'on se bat contre les mensonges aussi de Madame Carole Delga et de Monsieur Rousset, les amis notamment de Monsieur Cazeneuve, parce que Bernard Cazeneuve, moi je me souviens l'avoir entendu ici le dimanche matin dire qu'il avait suivi personnellement les opérations de police pendant toute la nuit. Ce monsieur-là est un ami de Madame Delga qui nous ment sur le train, qui ment aussi sur le train parce que sur l'A69, il y a une alternative ferroviaire qui coûterait 40 millions d'euros pour ajouter une gare, de la signalisation et doubler le cadencement et transporter toutes les personnes qui le veulent. Et Karen Hérodi, Anne Stenbach, Christina Rigui ont fait ressortir ça très clairement de la commission d'enquête parlementaire. Ils n'ont pas présenté d'études alternatives, donc l'autorisation environnementale devrait être jugée nulle. Au passage, ils veulent mettre une gare à Balma pour les trains du Tarn et vous faire vous arrêter à Balma et prendre le métro. Et au passage, ils sont en train de détruire aussi le bord du canal latéral au nord de Toulouse pour ajouter une 3e et 4e voie alors qu'il y a déjà des voies de fret qui ne sont pas utilisées. Et je laisse la parole du coup à Vague rapidement, puisqu'il y a une lutte en cours à quelques kilomètres d'ici, au nord de Toulouse. Alors, oser parler pour le site d'occupation qui est à Saint-Flory. Donc, depuis le 30 août, une occupation s'est lancée pour lutter contre la LVV Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, au niveau de l'écluse des Trois Ponts à Saint-Flory. Pourquoi ce site en particulier? Parce qu'il correspond précisément au point de départ de la LVV depuis Toulouse. Sur cette zone, plusieurs hectares de forêt sont menacés d'être rasés. Plusieurs espèces animales pourtant protégées sont également menacées. Parmi eux, la loutre d'Europe, les chauves-souris ou le rossignol des marais. Pour lui, c'est l'entièreté de son habitat naturel qui va être rasé, provoquant sa disparition pure et simple dans cette zone sans la moindre mesure compensatoire. Alors, on occupe les sols, on occupe les arbres, comme on l'a déjà fait avant pour lutter contre la 69. Depuis peu, les camarades ont mis en place la Guinguette Vaillante, un lieu convivial, festif et inclusif pour vous accueillir au mieux sur cette nouvelle zone en lutte. Le 29 de ce mois aura lieu sur le tracé de la 69 une veillée au flambeau pour commémorer nos arbres tombés. Apprenons de nos erreurs et n'attendons pas pour nous mobiliser en nombre pour tenir ce site emblématique. Pas un arbre de plus ne doit tomber. Rejoignez-nous à l'écluse des Trois Ponts, à Saint-Flory, et ensemble empêchons NVE de commettre ces actes mortifères. Parce qu'ils peuvent, avec leur force de l'ordre, nous mutiler, nous tuer. Ils peuvent, avec leur justice, nous enfermer, mais jamais ils ne nous feront abandonner. Merci. La veillée, c'est quand? Pour la veillée, c'est le 29 octobre au château de Scopon. Enfin, on laisse la feuille. Merci beaucoup. Mardi prochain, voilà. Il n'ose pas le dire, mais il y a aussi une cagnotte pour les écureuils de l'écluse à Saint-Jory. Il y a aussi une cagnotte pour les écureuils de l'écluse à Saint-Jory. Et passez les voir sur site pour les soutenir, amener du chocolat et juste un peu de réconfort. Et ils occupent déjà depuis fin août. Merci. Bravo! Comment? Bah, vous êtes là, on vous attend. J'attendais depuis tout à l'heure, savoir quand est-ce que vous pointiez, oui. Et ensuite, donc, on a ici, donc, il y a 2 luttes encore très importantes. Et bienvenue, donc, aux personnes qui la lutte en soutien aux inculpés, mettez quelque chose sur vous. Vas-y, ouais, c'est nickel. C'était beaucoup plus joli comme ça. Non, je rigole. Je taquiner. Non. Oui, je sens une connerie. Ça fait 2 heures que je suis... Ah bah attends, non, c'est celui-là. Donc voilà, bienvenue. Donc peut-être tu vas resituer rapidement effectivement cette affaire, parce qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas. Nous ici, ça nous a touché notamment des camarades proches, des gens qui ont été donc des militants de la ZAD de Notre-Dame-de-Lande, des militants de ici, des zadistes de Sivens. Voilà, donc si tu veux, voilà, je te laisse la parole. Ok, et donc 3 minutes, c'est parti. Alors, expliquer l'affaire du 8 décembre, c'est un peu compliqué en 3 minutes. Mais donc en 2020, des personnes ont été arrêtées et accusées de terrorisme dans différents endroits de France.
Et plusieurs ont fait de la prison avec isolement, et un a fait de la prison avec isolement, avec ces accusations de terrorisme. Et il n'y a aucun projet, seulement des soupçons et des paroles. Et voilà. Et voilà, il n'y a pas de chef d'accusation. Ce qui pourrait être reproché, c'est de vouloir s'en prendre à des institutions de l'État, type les flics. Voilà. Voilà. Alors attendez. Alors l'an dernier, il y a eu le procès. Voilà, ça a duré 1 mois à Paris et ils ont été condamnés, voilà, par la justice, qui considère que ils ont assez d'éléments dans leur système judiciaire antiterroriste pour faire condamner des gens avec seulement des soupçons et donc aucune action concrète de quoi que ce soit. Et bien sûr, ils sont d'ultra-gauche. Voilà. Et donc, dans les choses qui ont été notamment retenues contre eux et qui font partie de la logique de l'antiterrorisme, c'est notamment le fait qu'ils aient participé à des luttes comme celle de Sivens, comme celle du Rojava, où des gens font une révolution démocratique, ou en tout cas ils essayent, on va dire. Et que ces gens-là voilà, ont pris part à des luttes et ils sont criminalisés pour ça. Et lors du procès, il a été notamment évoqué Sivens, puisque 4 d'entre eux se sont connus ici. Et alors, voilà. Et alors, en fait, il se trouve que quand on est victime de violences policières, le système judiciaire considère que potentiellement vous auriez envie de vous venger. Voilà. Et que ça, c'est suffisant pour condamner des gens. Voilà. Voilà, donc ça fait partie en tout cas de l'argumentaire qui a été développé pendant ce procès. Et c'est assez affligeant. Et donc, le résultat, c'est que ces personnes-là, qui sont donc des amis proches, n'ont plus le droit de communiquer entre eux aujourd'hui. Ils ont des peines de prison ferme, des peines de prison avec sursis. Ils sont inscrits donc au fichage, au FIGET, donc qui répertorie toutes les personnes condamnées pour terrorisme. Donc c'est-à-dire que un contrôle de police, ils ressortent qu'ils sont considérés comme terroristes. Voilà. Il y aura un appel au mois de novembre 2025, l'année prochaine. Donc, et il y a encore besoin de soutien. Ça coûte extrêmement cher ce genre de procès. Et pas que en thunes d'ailleurs, hein, aussi moralement. Ça abîme les amitiés, ça abîme la vie, c'est épuisant. Et donc voilà, la répression judiciaire, elle va aujourd'hui jusque-là. Et ce qu'on voulait juste dire, c'est que aujourd'hui, s'impliquer dans les luttes, comme celle des ZAD, fait qu'on vit cette répression et qu'on est fiché à vie et que ça peut ressortir plus tard. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous être fichés terroristes demain, ne vous inquiétez pas. Mais, enfin, si, peut-être inquiétez-vous. En tout cas, défendez nos camarades et soutenons-nous et vive la solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Solidarité. Solidarité. Eh bien, au secours. Au secours 31. Au secours 31. Voilà, tu es là. Ok. Ton prénom ? Christian, voilà. D'accord. Oui, nous sommes ici, tout d'abord bien sûr, parce que nous voulons partager avec vous tous et toutes, ce moment à la mémoire de Rémi, bien sûr. Pour dire que nous n'oublions pas, même 10 ans après, la lutte menée ici, dont Rémi a été l'un des acteurs et la victime, est symptomatique des dérives et des impasses dans lesquelles ce système productiviste d'accaparation et de prédation a conduit notre société, particulièrement en ce qui concerne l'agriculture et la question de l'eau. 10 ans après, les mêmes tenants d'un modèle dépassé et destructeur construisent des méga-bassines protégées par des bataillons armés. Et nous sommes encore ici parce que nous nous battons pour défendre la zone humide du Testé, pour défendre ce commun vital qu'est l'eau. Cette eau qui est en même temps indispensable à la vie, qui est un milieu de vie et qui est vivante elle-même. Cette eau qui est donc si fragile et précieuse pour garantir la possibilité même de la vie. Elle est fragile et menacée, essentiellement du fait des activités et des interventions humaines. Nous savons que nous vivons désormais
des temps d'incertitude et de dangers multiples. Avec la crise climatique et écologique, la destruction massive de la biodiversité, ça a été dit. Nous savons que l'eau est devenue un enjeu majeur de ce siècle. Alors plus que jamais, nous devons préserver l'eau. Nous devons lutter pour la sortir du modèle marchand et financier dans lequel les néolibéraux essaient de plus en plus de l'inscrire, allant jusqu'à obtenir sa cotation en bourse dans certains pays ou États. Non, l'eau ne peut pas être une marchandise, livrée sans limite aux appétits financiers et commerciaux, appropriés par quelques intérêts privés. Parce que la question de son partage, de la préservation de sa qualité, de sa disponibilité pour tous et pour toutes, sur tous les territoires, est une question vitale pour les humains, mais aussi pour tout le vivant sur notre planète. Oui, le partage de l'eau, c'est permettre à chacun, chacune, quels que soient ses moyens et son lieu d'habitation, d'accéder à cet élément indispensable. Le partage de l'eau, c'est aussi en prendre soin des sols sur et dans lesquels elle coule, permettre de préserver une qualité de l'eau pour tous les usages humains et pour sa restitution aux autres espèces du vivant, à la nature. Se trouver pour cela des alliés dans le vivant. Le partage de l'eau, ce n'est pas seulement celui de son usage, c'est aussi le partage de la responsabilité de sa protection et de son financement. Aujourd'hui, 85% du financement des agences de l'eau est assuré par les usagers eux-mêmes, les usagers que nous sommes. L'industrie et l'agriculture, principaux pollueurs, ne contribuent pas assez. Enfin, le partage de l'eau, c'est lutter contre l'accaparation par l'industrie de l'embouteillage, comme par quelques entrepreneurs agriculteurs de l'agriculture industrielle. À Vittel, Volvic, à Leyde, comme à Sainte-Soline et à Sivens, le sens de notre lutte est commun. Pour tout cela, la question du contrôle public et démocratique de l'eau est essentielle. Nous nous battons dans cette logique avec d'autres associations et collectifs à travers le pays, en Europe et dans le monde entier. Nous nous battons pour des régies publiques et beaucoup de villes désormais, grandes ou moins grandes, ont franchi le pas. Nous nous battons pour que la parole et la place des populations soient reconnues à la hauteur de l'enjeu essentiel pour notre siècle que représente cette question de l'eau. Il y a 10 ans déjà, Rémi était là pour les mêmes raisons. Ce sera la dernière prise de parole pour aujourd'hui. Mais vous l'aurez... Enfin non, arrive maintenant la dernière prise de parole pour aujourd'hui. Mais vous avez bien compris que je pense que tous et toutes, vous connaissez encore des luttes qui ont besoin de soutien. Voilà, on est là pour... on ne pourra pas donner toute la visibilité, mais peut-être que l'année prochaine, on fera une semaine ici pour, je sais pas, pour donner de la parole à tout le monde, pour s'organiser. Il se trouve qu'il y a un très grand contournement, enfin, voilà, tu vas en parler mieux que moi, Laurent, de ce contournement de Toulouse. C'est con, ce contournement. Alors, on est les derniers, on est le nouveau-né. Le nouveau-né, c'est le Stop Rire RD 84, Rire Réseau Routier Interrégional. C'est le grand contournement qui a été évoqué tout à l'heure par l'usine de Montance, le grand contournement de Toulouse, que veut Carole Delga et que veulent les élus. Il se saucissonne en petits tronçons. Vous avez eu déjà des tracés qui commencent à être aménagés entre Montauban, Gaillac, etc. C'est Montauban, Gaillac, Groyer, Saint-Paul-Cap-de-Joux, puis Laurent, Revel, Castelnaudary. Donc voilà, ça c'est ce qui se prépare. On s'en est aperçu un peu par hasard. C'est un projet qui a été, quand on retrouve en arrière, on arrive à retrouver des documents qui l'évoquent depuis très longtemps, mais c'est parce qu'une des propriétaires à Puylaurent, au prolongement du barreau des poids lourds qui vont sortir faire le trajet Revel Saint-Paul-Cap-de-Joux, s'est vu arriver 3 personnes en disant « Venez signer là, on a besoin de faire des relevés topographiques sur votre terrain ». Elle connaissait la voie est libre, elle nous a contactés, et de là est né tout de suite un collectif très rapidement, parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui se cachait en anguille sous roche de ce grand contournement. Donc ce collectif existe depuis 5 ou 6 mois simplement. On a quand même déjà commencé à constituer des réunions publiques, à contacter des avocats, à demander des documents au niveau des autorités. Personne n'est au courant de rien. Il y a des maires qui ne savent même pas, le maire Saint-Paul-Cap-de-Joux, il n'a jamais entendu parler de ça alors que ça doit passer chez lui. Donc voilà, on est en train de lever un lièvre énorme.
Je ferai le rapprochement avec la centrale d'Enrobé de Puylaurens. C'est pas par hasard qu'il y a une si grosse centrale à Puylaurens qui est soi-disant temporaire. Elle ne le sera certainement pas, parce que Puylaurens va devenir le carrefour nord-sud, est-ouest du département du Tarn. Et tout autour de ça, il va y avoir des zones d'activité, des zones commerciales, des zones résidentielles. Donc c'est un projet qui commence effectivement à se lever. On a également, comme tout le monde, besoin d'argent pour... voilà, on a 400 € pour l'instant. On a payé la première intervention d'avocate. Mais voilà, c'est un peu comme les sans-bitume, c'est quelque chose. On va essayer de mobiliser les populations locales parce que ça va passer chez elles, ça va concerner beaucoup de gens. Donc c'est le travail sur le terrain qu'on est surtout en train d'essayer de faire, des réunions publiques. Ça démarre bien et donc on espère qu'on va mobiliser les gens parce qu'on sait avec la voie est libre que c'est très très difficile de faire que les gens s'expriment sur leur opposition. Je suis pas pour, mais ils osent pas dire je suis contre. Donc il faut qu'on arrive à mobiliser les gens et faites savoir cette parole autour de vous. Merci à vous. Merci Laurent, merci infiniment. Du coup, si vous voulez, juste voilà, là je vais vous montrer quelques noms. Ce sont, voilà, si vous voulez venir avec moi, ce sont deux noms de personnes qui ont été assassinées à travers le monde, simplement parce qu'elles militaient pour défendre leur lieu de vie, souvent. Contre les projets de barrage, contre des projets d'extraction, contre tous des projets écocides. Donc l'année dernière ont été recensées 196 personnes assassinées à travers le monde. Assassinées, ça veut dire vraiment tuées délibérément. Donc ces noms-là, c'est un choix, c'est une possibilité qu'on vous propose. On va descendre maintenant sur la zone humide du Testé et on va faire une chaîne humaine. Pour celles et ceux qui le veulent, et on proposait donc si chacun veut prendre le nom de personnes, on a fait un certain nombre d'impressions. L'idée c'est d'aussi mesurer que la planète elle est pour tout le monde et que ailleurs, juste pour faire quelques manifestations ou pour défendre son jardin, pour défendre sa rivière à côté de chez soi, et les gens meurent. Voilà. Et bon, c'est pas voilà, c'est une manière aussi d'être en solidarité avec tous les gens qui défendent la planète dans le monde entier. Et merci à tous et toutes. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un drone, c'est un drone ami. Ah oui, au fait, c'est vrai que c'est on a un drone, grosse discussion aussi. Je vous imaginez pas le collectif Silence Disant, le nombre de discussions internes qu'on a eues. Et toujours est-il qu'il y a un drone, mais c'est un drone qui nous permet ensuite justement d'avoir la possibilité de revoir cette chaîne humaine, etc. Donc si vous voulez bien, on va là-bas, on y va tranquillement. Ceux qui ne savaient pas où c'est, suivez le groupe. Et merci. Sympa. Merci.